Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de débuter cette séance du Conseil municipal. Je rappelle que les débats sont projetés sur les réseaux sociaux et donc nous devons d'être à l'heure au moment de la connexion. Donc merci pour votre présence. Je vais commencer par faire lecture des pouvoirs reçus. Alors, Philippe Jadot a donné pouvoir à Laurent Roussel. Fanny Malvezin a donné pouvoir à Judith Reynaud, Adélaïde Sassine à Isabelle Bolger, Nadia Imo-Malric à Patrick Julien et Audrey Tamborini à Cédric Thomas. J'ai rien oublié, il n'y a pas d'autres pouvoirs? Parfait. Je vais demander à un élu de la majorité d'assurer le secrétariat de séance. Pardon? Hélène, donc. Merci. Devant ta candidature spontanée, je te remercie, Hélène. Merci infiniment. Je vais passer tout de suite, si vous le voulez bien, à la liste des décisions prises en vertu de l'article 21-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Thomas. Oui, bonjour, bonsoir à tous, pardon. J'avais une question sur les deux décisions pour la cession de pavés. Il y a deux décisions, on a cédé 1000 pavés pour 4000 €. Je voulais savoir de quel pavé il s'agissait et je voulais savoir s'il y avait une publicité qui en avait été faite, parce que personnellement j'en aurais bien acheté quelques-uns par exemple, mais la possibilité ne m'a pas été offerte. Ces pavés sont issus de tous les chantiers, et notamment ceux de la place de l'Étape. Nous avons été sollicités par des Bellifontins qui ont exprimé le souhait de pouvoir en récupérer. Et donc nous avons mis en place une proposition de transaction dont les tarifs sont communiqués aujourd'hui dans la liste des décisions. Si vous êtes intéressé, Monsieur Thomas, je crois qu'il en reste. Je me permets de rajouter que les recettes des ventes de pavés sont reversées au CCAS. Donc en même temps, c'est une bonne action. Une double raison pour que vous puissiez nous faire une demande, Monsieur Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la liste des décisions? Très bien, il n'y a pas de vote pour cette liste. En revanche, pour le point suivant, je vais vous demander votre avis sur le procès-verbal du 14 novembre. Est-ce qu'il y a des questions particulières? S'il n'y a pas de questions, je vais le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Point suivant, je vais donner la parole à Laurent Roussel qui va nous parler des autorisations d'engagement avant le vote du BP 2023. Laurent. Oui, bonsoir. Donc il s'agit de, comme chaque année, quand on vote le budget au premier trimestre, à la fin du premier trimestre, de délibérations qui permettent le fonctionnement de la ville. Donc la première délibération concerne les autorisations d'engagement des dépenses d'investissement pour le budget de la ville et le budget annexe du théâtre. Donc on prend une délibération pour autoriser 25%, puisque ça correspond à 3 mois, des dépenses d'investissement de l'année passée. Voilà. Mais ça, c'est habituel. Ça concerne le budget principal de la ville et le budget du théâtre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Thomas. Oui, une petite question, parce que il est plutôt de coutume soit qu'on vote le budget à la fin de l'année, option que on préconise régulièrement, soit qu'à minima au conseil municipal de décembre, il y ait le rapport d'orientation budgétaire, puisqu'il doit s'écouler 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, entre le rapport d'orientation budgétaire et le vote du budget. Est-ce que cela signifie qu'on aura un conseil municipal en janvier supplémentaire par rapport au calendrier habituel? Alors, sauf erreur de ma part, c'est 1 mois, oui, c'est un mois. entre les deux. Alors, juste pour compléter, la coutume veut que quand on vote c'est en fin mars, je crois qu'on a jusqu'au 15 avril, si je ne me trompe pas, le débat d'orientation budgétaire a lieu 1 mois avant, donc la coutume maintenant, c'est que c'est plutôt début mars.
Voilà, donc je crois que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on ne l'a pas voté en fin décembre, si je ne me trompe pas. Mais ça nous permet, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ça nous permet d'avoir des chiffres un peu plus exacts sur les comptes administratifs de l'année, puisqu'il faut attendre quand même 2 mois pour avoir des comptes qui sont plus près de la réalité. Et compte tenu de toutes les incertitudes qu'on a connues ces dernières années, avec d'une part, il y a eu la crise du Covid et maintenant la crise de l'énergie, il est quand même préférable d'avoir des chiffres plus fiables pour voter le budget. Et contexte aussi d'organisation interne, hein, nous avons souhaité laisser aussi le temps à la nouvelle directrice générale des services de prendre ses fonctions et de prendre à bras-le-corps le sujet des finances. Donc voilà, ceci explique aussi le décalage de ce budget pour le mois de mars et donc le débat d'orientation budgétaire pour le mois de février. Je vous communiquerai d'ailleurs la date tout à l'heure en fin de séance pour le conseil du mois de février. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 2 délibérations? Il y a une délibération pour le budget principal de la ville et une autre pour le budget annexe du théâtre. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, on va soumettre au vote la première pour le budget principal de la ville. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Pour le budget annexe du théâtre municipal, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci à vous. Point suivant, je vais donner la parole à José Tenda qui va nous parler de la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSF. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. La convention d'objectifs de l'association Cercle sportif de Fontainebleau est composée de 4 sections sportives, dont le basket, la gymnastique volontaire, le judo et le volleyball. Cette association est subventionnée par la ville pour une somme supérieure à 23 000 €. Il s'agit d'une somme conséquente qui a pour but de permettre le développement du sport et du mode de prise en charge de licenciés au sein de la ville. Toutes les sections ont pour objectif de favoriser l'inscription des résidents Bellefontaine par tout le moyen jugé opportun, inscription décalée, une bonne politique tarifaire différenciée et une participation de sections à la politique de la ville. Le basketball. L'objectif de cette association, de cette section, c'est obtenir dans les 2 ans à venir le label fédéral École française de mini-basket. Favoriser chaque année la formation des éducateurs du club en charge de l'engagement de catégorie baby, mini-poussin, poussin et des équipes de jeunes. Proposer chaque année une animation découverte basket-fauteuil visant à promouvoir l'activité basket-fauteuil pour les personnes en situation de handicap moteur. S'inscrire dans le projet Sport Santé porté par la ville et référencer le basket comme club Sport Santé. La gymnastique volontaire. S'inscrire dans le projet Sport Santé porté par la ville. Chaque année, il faut qu'ils envoient un intervenant en formation pour le sport santé. Proposer une séance de gymnastique pendant les vacances scolaires à destination des bénéficiaires de la maison Sport Santé. Faciliter leur intégration. Judo. S'inscrire dans le projet Sport Santé, toujours intervenant en formation, animation découverte du judo pendant les vacances. Volleyball. Favoriser chaque année la formation des éducateurs du club, chaque année. Provoquer aussi, favoriser les activités découvertes, volley assis, visant à promouvoir l'activité volleyball pour des personnes en situation de handicap moteur. S'inscrit dans le projet Sport Santé porté par la ville et une participation dans les manifestations comme rendez-vous de la forme. Je vous demande, chers collègues, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs avec le Cercle sportif de Fontainebleau pour une durée d'1 année renouvelable une fois par reconduction express et pour une durée maximum de 2 ans. Merci. Merci beaucoup José pour cette présentation et vous l'aurez constaté, on accompagne les associations à qui nous donnons une subvention importante sur toutes nos priorités en travers du sport santé et de l'inclusion. Donc ça c'est un document important qui nous permet de réinscrire nos objectifs dans le travail des associations. Est-ce qu'il y a des questions? Daniel Raymond. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous.
Oui, ces conventions avec les associations sportives sont une bonne chose et je suis content de voir que le sport santé y est en bonne place. Je l'ai évoqué il y a déjà plusieurs mois ou même années et récemment à la commission vie locale. Il est regrettable qu'il n'y ait pas une dimension environnementale dans ces conventions passées avec les associations sportives. On l'a fait avec d'autres partenaires pour exiger l'utilisation de gobelets biodégradables ou de tout un tas de matériel à l'occasion des manifestations pour éviter des pollutions sur nos équipements sportifs. Et je pense que ce serait une bonne chose de réfléchir à l'intégration de cette dimension environnementale et écologique dans les conventions passées avec les associations sportives, surtout depuis que Fontainebleau s'est inscrit en transition et porte une politique environnementale. Merci. Merci pour cette remarque. Alors là, on parle effectivement des conventions passées avec les associations pour expliquer ou justifier aussi la subvention qui est proposée. Pour les événements de la ville, il y a systématiquement une charte qui est proposée dans laquelle on retrouve tout ce qui est appréhension de l'écologie, du développement durable et notamment nos événements. On invite évidemment, dès qu'il y a une emprise sur l'espace public, à gérer les événements avec intelligence, avec, comme vous dites, des gobelets recyclables et de fuir le plastique pour tout ce qui concerne les événements qui se tiennent sur l'espace public. Donc ça, ce sont des chartes qui sont signées, qui sont proposées à chacun des événements qui se tiennent sur l'espace public, que l'on distingue de la convention, en l'occurrence signée avec le CSF. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vais vous soumettre donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer à une autre délibération que Laurent Roussel va nous présenter. C'est l'attribution d'acompte de subventions pour 2023, un peu dans le même esprit que ce que l'on a fait pour le compte de la ville et celui du théâtre, pour le CCAS, FLC et le CSF. Néanmoins, je voudrais juste rappeler que les membres du conseil d'administration de la FLC ne prendront pas part au vote. Il s'agit donc d'Hélène Malgerie, d'Antoine Ingold et de moi-même. Donc nous ne participerons pas au vote qui suit. Laurent. Bien, alors comme l'a dit Julien Gondard, il s'agit de prendre une délibération comme la première qui concerne les acomptes versés au CCAS à hauteur de 1 million. La Caisse des écoles ne reçoit plus de subventions puisque ce sera pris sur le budget de la ville directement pour ce qui concerne les fournitures scolaires et les subventions aux écoles. En ce qui concerne le cercle sportif et Fontainebleau, 30 336 et Fontainebleau Loisirs et Culture, 32 000 euros, sachant qu'on reverra tous ces montants au moment du vote du budget. Merci Laurent. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? S'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci bien. Point suivant, Laurent Roussel, toujours remboursement exceptionnel de frais de fourrière. Alors, il s'agit d'un remboursement pour 127,69 € pour une voiture enlevée par la fourrière, alors que l'arrêté a un horaire qui ne correspondait pas à celui de l'arrêté. Donc, il est logique de rembourser le particulier de 127,69 €. Merci bien. Est-ce que là aussi, ça appelle des questions particulières? Monsieur Thomas. Oui, pardonnez-moi, j'ai pas pu. J'étais en déplacement pendant la commission. Du coup, on avait fait une erreur dans l'arrêté, c'est ça, ou c'est la fourrière qui a été trop zélée, ou qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, est-ce qu'on a appelé la fourrière trop vite, ou est-ce qu'on avait fait une erreur dans l'arrêté, ou est-ce que l'arrêté était précis, l'amende ne l'était pas. En tout cas, elle était hors des horaires prévus par l'arrêté. Oui, mais la fourrière, c'est nous qui demandons la mise en fourrière. C'est jamais, il n'y a pas une fourrière qui passe comme à Paris spontanément. Donc, elle est sans doute intervenue un peu plus tôt que l'événement prévu. Mais enfin, elle est prévue dans le dispositif. Après, on ne va pas le. Donc, ça veut dire que l'arrêté n'était pas pris pour suffisamment. Enfin, il aurait dû être pris pour 14 heures au lieu de 16 heures. Il n'y a pas de aurait dû. Il était pris pour un horaire précis. L'amende la mise en fourrière a été faite avant. On se rend compte que ce n'était pas dans le cadre de l'arrêté prévu, on rembourse. Non, mais Donc il n'y a pas assez tôt ou
Ah, il y a forcément une erreur. Soit on envoie la fourrière trop tôt. mais soit l'erreur, elle est l'arrêté- corrigée par la délibération qui est proposée. D'accord, ok. Non, mais c'était ça ma question. C'est est-ce que l'événement avait lieu au bon horaire par rapport à l'arrêté, ou est-ce que simplement l'arrêté aurait dû être pris pour un peu plus tôt et la mise en fourrière était D'accord. justifiée vu la situation? C'était ça ma question. Je sais pas le L'arrêté contexte. était correct, l'événement était correct, la mise en fourrière ne l'était pas, nous remboursons. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Qui est contre cette proposition de remboursement? Qui s'abstient? Merci bien. Point suivant, toujours Laurent Roussel, sur des groupements de commandes entre la ville et le CCAS. Donc là, il s'agit de créer de constituer un groupement de communes entre la ville et le CCAS qui portera sur les prestations d'assurance et de location et maintenance de photocopieurs. Voilà. Donc le nouveau marché, puisque ça permettra de passer des marchés, notamment pour les assurances, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024, et la location de photocopieurs à partir de juillet 2023. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je vais la soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Laurent Roussel, toujours, marché de rénovation, aménagement des combles de la médiathèque et de la Charité royale. Alors ça, c'est le marché de rénovation et d'aménagement des combles, et ça concerne le lot numéro 5, plomberie. Et on a un dépassement à hauteur de 1267 €. Voilà, donc on passe de 7153,07 à 8420,07 avec la société Fossard. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? J'en profite quand même pour saluer évidemment un processus de rénovation important pour la ville qui a démarré en 2012 avec la mise en sécurité du bâtiment, puis la création de la médiathèque en 2020, et nous sommes actuellement en cours de réaménagement des niveaux supérieurs du bâtiment. Et c'est important de le dire de temps en temps quand même, puisque la ville s'engage effectivement, comme l'a rappelé Daniel Raymond, dans une démarche Fontainebleau en transition. Et donc dans les rénovations des locaux supérieurs, nous utilisons du bois massif et un isolant 100% recyclable, biodégradable et conçu à base d'herbes récupérées de la nourriture des animaux. Je pense que c'est assez original pour le dire. En tout cas, le bâtiment est aujourd'hui en respect des normes environnementales les plus importantes. Il aura un éclairage LED et ça permettra de réinstaller dans les prochains mois des services de la ville. Et puis nous pourrons entamer la dernière phase qui consiste en la rénovation des salles de conservation et d'exposition du bâtiment. Un très beau projet au service des Bellifontins. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Le point suivant, c'est la présentation du rapport annuel de la CAPF sur son exercice 2021, pour lequel le conseil municipal doit prendre acte de cette prise portée à connaissance. Donc, vous avez sans doute reçu les documents. Je vais en balayer rapidement les points importants. Et évidemment, on pourra répondre aux questions si vous en avez. Bon, je le rappelle quand même parce que ce conseil aussi a des vertus pédagogiques par rapport à ceux qui nous regardent. Donc la CAPF, c'est 26 communes avec 68 000 habitants. Elle a été créée en janvier 2017, donc ça fait bientôt 6 ans que cette communauté d'agglomération est en route. Et c'est vrai que nous aspirons beaucoup à la voir déployer des stratégies, notamment sur le développement économique, et j'y reviendrai. Ce rapport 2021 a été fait au moment où Frédéric Valtou en était vice-président, ainsi que Daniel Raymond d'ailleurs. Aujourd'hui, vous le savez, c'est Laurent Roussel et Hélène Miadjori qui sont vice-présidents pour la commune. Une CAPF qui a 80 agents, avec un budget de fonctionnement de 33 millions, un budget d'investissement de 6,7 millions, et des budgets annexes, Grand Parquet, Télécentre, notamment à hauteur, l'eau également, à hauteur de 12,2 millions d'euros. Des compétences
importantes sur lesquelles il est toujours utile de rappeler que la communauté d'agglomération doit porter son attention. Le cadre de vie, je le disais, l'eau et l'assainissement, la gestion des déchets, le déploiement de la fibre, des enjeux sur la jeunesse. Quelques communes avaient transféré à l'agglomération la gestion de leur centre d'accueil jeunesse et des relais d'assistantes maternelles. L'économie, j'en parlais à l'instant, c'est important de le rappeler, la création d'entreprises, l'animation de la vie économique locale, agir pour l'économie solidaire aussi au niveau du territoire. Ce sont des points importants qui concernent évidemment l'ensemble du territoire et Fontainebleau, bien entendu. L'habitat, politique de l'habitat, le logement social, l'accueil des gens du voyage. Là aussi, sur l'habitat, nous avons rappelé à plusieurs reprises qu'il était essentiel de lancer des dispositifs avec le PLH. L'environnement, pour favoriser la rénovation énergétique et l'amélioration de l'habitat, j'en parlais. Faciliter la réduction des déchets et lutter contre les dépôts sauvages, des sujets dont on parle régulièrement au sein de cette instance et notamment en commission. L'urbanisme avec un grand chantier, travailler sur le PLUI, le prochain plan local d'urbanisme intercommunal, un document essentiel sur lequel Fontainebleau évidemment défendra aussi sa conception de l'urbanisme au sein de la ville de Fontainebleau. L'accompagnement de la politique de la ville, la préservation du patrimoine bâti, une compétence sur le sport et la culture, notamment pour soutenir les associations sportives qui dépendent de l'interco, toutes les associations ne dépendent pas de l'intercommunalité, et la gestion des équipements sportifs, là encore des équipements qui sont au niveau de la communauté d'agglomération. Je donne juste un exemple pour ce qui concerne Fontainebleau. Le stade Philippe Mahut est de compétence communautaire. En revanche, le gymnase Martinel est resté compétence communale. Elle a une compétence aussi sur le tourisme, au travers notamment de Fontainebleau Tourisme, qui est aujourd'hui présidé par Laurent Roussel, donc pour valoriser la destination et développer l'offre touristique et donc le développement du territoire, et une compétence sur la mobilité, tout ce qui concerne le transport, le réseau de bus, transport à la demande, et le soutien aussi aux abonnements de transport dont peuvent bénéficier les lycéens et les seniors. Donc ces compétences aujourd'hui s'exercent sur des sujets clés, et je le disais, la ville de Fontainebleau l'an dernier a notamment défendu quelques points importants que je souhaite rappeler ce soir autour de ce conseil. Nous avons eu des débats l'an dernier sur tout ce qui était fiscalité, et nous avons rappelé en tant que ville un peu centre qu'il y a des paramètres essentiels, c'est que l'agglomération doit évidemment se concentrer sur les compétences qui sont les siennes, et en tout cas ne pas lever d'impôts supplémentaires si cet impôt n'est pas nécessaire à la réalisation des projets. En tout cas, la feuille de route intercommunale telle qu'elle a été décidée il y a de cela quelques années, puisqu'on s'appuie, comme vous le savez, sur un projet de territoire qui a été décidé en 2019. Et s'il n'y a pas de projet nouveau ou de compétences nouvelles à exercer, il n'y a aucune raison de lever un impôt supplémentaire. Nous avons également demandé, et je le rappelle ce soir, l'accélération de certains projets, notamment le PLUI, et aussi l'amélioration de l'habitat au travers de l'OPA et du PLH. Ce sont des éléments, des outils très utiles, très importants pour le territoire, puisque c'est au travers de ces politiques d'amélioration de l'habitat que nous pouvons avoir une action positive en la faveur d'un habitat requalifié et surtout utilisé en termes de location, puisqu'on sait que le marché en a besoin. Et nous avons également demandé une stratégie forte en matière de développement économique. Ça a fait l'objet ces dernières semaines de pas mal d'attention de la part de la CAPF et de la ville, puisque c'est bien les réseaux économiques, c'est bien les créateurs d'entreprises qui font la dynamique du territoire et qui permettent de créer de l'emploi et de la richesse. C'est une compétence de l'intercommunalité, donc nous y sommes très attachés et sommes toujours preneurs de participer à des projets, à des réflexions que l'agglomération pourrait avoir en ce sens. La ville également soutient, je ne sais pas si c'est très utile de le rappeler, mais évidemment tout ce qui est la politique sportive du Grand Parquet, avec, comme l'avait enclenché Frédéric ces derniers mois, une accentuation forte sur les événements à valeur ajoutée, à valeur internationale, à grande valeur ajoutée même, je devrais dire, sur tout ce qui est compétition équestre. Et ça, c'est évidemment de bon augure pour le territoire et pour son développement. Voilà en quelques mots dressé le rapport, mais ça, je pense que vous avez tous pu en prendre connaissance. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Daniel Raymond.
Merci Monsieur le maire. C'est vrai qu'il n'y a pas de nouvelles compétences pour le moment pour la CAPF et je ne suis absolument pas favorable à l'augmentation d'impôts parce qu'il ne s'agit pas d'amputer la politique du gouvernement qui vise à maintenir le pouvoir d'achat des Français. Malgré tout, je m'inquiète un peu sur l'avenir des finances de la CAPF parce qu'il y a pas mal de travaux qui vont devenir indispensables. Je prends un exemple dans un domaine que je connais, mais je suis sûr que vous en avez d'autres en tête autour de la table. La piscine de la Faisanderie. On sait que la piscine de la Faisanderie répond à peine aux demandes du territoire, et on sait surtout qu'aujourd'hui, son système de filtrage, qui permet d'avoir une eau dans laquelle on peut se baigner, n'a pas fait l'objet depuis 20 ans, je crois, c'est les chiffres que j'ai eus, de travaux d'entretien. Et aujourd'hui, il faut tout changer. Et tout changer, ça veut dire abattre le mur de la piscine, changer les filtres, reconstruire le mur de la piscine. Les derniers devis dont j'ai entendu parler sont aux alentours d'1,5 million. Et je crains qu'il y ait des choix à faire un jour sur les investissements et le fonctionnement au sein de la CAPF, à compétences stables, mais avec les investissements qui doivent être faits. Voilà, c'est une remarque. La deuxième porte sur la compétence de la vie économique. Effectivement, elle est bien inscrite dans les compétences de la CAPF et je me pose des questions parfois en voyant des événements portés par la ville qui traitent exactement de la même compétence, comme la soirée qu'il y a eu récemment au théâtre, qui j'ai découvert sur les réseaux sociaux, une fois que c'était passé. À l'invitation de la ville, portée par la ville, dans le théâtre de la ville, avec les finances de la ville, pour une compétence communautaire et auquel tous les élus de la ville n'étaient pas invités. Donc j'étais un peu surpris. Voilà, monsieur le maire, je vous remercie. Merci, monsieur Raymond. Sur la piscine, depuis le début, cette piscine a eu des péripéties dans le choix de la technologie qui était faite pour éviter le chlore, dans la structure du bâtiment, aujourd'hui dans la rénovation dont elle doit faire l'objet. Je pense que si des investissements sont à faire, eh bien, ils seront proposés à l'échelle intercommunale et nous aurons l'occasion d'en discuter, bien entendu, autour de la table du Conseil. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse que les finances de la CAPF soient en danger. Il me semble qu'il y a des marges de manœuvre assez importantes et qu'elles doivent être juste actionnées. Et nous avons, à mon avis, le temps de voir avant d'avoir l'urgence de la hausse d'impôts, surtout si c'est pour actionner le fonctionnement et non pas l'investissement, puisque les hausses d'impôts dont on parlait l'an dernier, c'était essentiellement pour essayer de développer les services de la CAPF. Et on voit depuis que des mutualisations, que des partages de compétences se font, et se font en bonne intelligence avec les communes de la CAPF. Et nous pensons que c'est bien ça qu'il faut viser, plutôt que de réempiler des couches d'administration là où on n'en a pas forcément besoin. En tout cas, c'est l'avis que l'on peut défendre. Avant de passer la parole, si certains de mes collègues veulent la saisir sur ce débat concernant la CAPF, sur la vie économique. Je vous ai répondu, alors peut-être un peu tard hier soir, monsieur Raymond, sur le sujet. Il y a des événements pour lesquels la ville fait des cartons d'invitation. Et quand il y a un carton d'invitation, l'ensemble des élus autour de cette table le reçoivent. Il y a des événements où nous ne faisons pas de carton d'invitation, mais nous communiquons. Et l'ensemble des élus autour de cette table ont évidemment le droit, et j'en serais même très heureux, je serais très heureux qu'ils participent massivement à tout ce que l'on organise. Pour être précis sur la soirée dont vous parlez, ce n'est pas parce que la compétence de développement économique est communautaire que le territoire de Fontainebleau ne peut pas présenter sa stratégie, présenter sa vision du territoire, présenter les projets qui vont se dérouler dans les prochaines années à Fontainebleau. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi sur ces projets que les acteurs économiques peuvent rebondir, proposer, créer des synergies entre eux. Parce que quelque part, quel était le but de cette soirée ? Ce n'était pas forcément que la ville prenne, au-delà de ces 15 minutes de présentation, c'était surtout l'interaction entre les réseaux qui a été riche
riche de sens pour eux et j'espère riche de création, d'opportunités, de développement économique. Ça fait partie du bon sens et je crois de la compétence de chacune des villes de cette CAPF qui, si elle avait la capacité à le faire, à mon avis, ne s'en priverait pas. Donc nous l'avons fait, je pense que d'ailleurs, et nous le referons, parce que ce sont des événements qui génèrent beaucoup de positifs et qui surtout sont très appréciés des chefs d'entreprise et c'est là aussi notre rôle de nous mettre à disposition de ces créateurs d'emplois. En tout cas, c'est la façon dont on défend évidemment cet événement, mais je suis sûr qu'on pourra vous compter parmi les participants la prochaine fois. Insister, monsieur le maire, pour cet événement, vous avez peut-être communiqué, je n'en doute pas, puisqu'il y avait des gens qui étaient là, vous n'avez pas communiqué auprès des élus de la minorité, je prends mes collègues en face à témoin, nous l'avons découvert a posteriori sur les réseaux sociaux, donc invitez-nous et nous ferons un plaisir d'être là. Enfin, je parle en mon nom. Donc vous demandez qu'il y ait un traitement particulier de transmission de l'information aux endroits, alors que pour l'ensemble de la ville, on a juste fait une information sur les réseaux sociaux. Non, mais je prends bonne note. Je prends note de la volonté d'avoir un mail spécifique qui vous précise l'ensemble des manifestations qui se déroulent dans la ville. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce... Je rappelle que c'est un débat, donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Et toutes les propositions sont les bienvenues sur ce sujet de la CAPF. Laurent, et puis après Frédéric. Oui, un petit mot sur la CAPF. Un certain nombre de compétences ont été mentionnées, mais un projet qui concerne la ville, c'est l'aménagement du Bréau aussi, qui n'avait pas été mentionné, qui est un sujet important, puisque c'est un lieu à Fontainebleau qui permettra aussi un développement économique, on l'espère, important. Donc c'est un sujet qu'on suit de très près. Et ensuite, je reviendrai juste sur les finances, même si ça a déjà été expliqué. L'an dernier, on s'était évidemment opposé à une augmentation qui était un peu arbitraire, qui était le fruit d'une étude, un cabinet d'études qui proposait d'augmenter les impôts pour augmenter la surface financière de la CAPF. Et on avait trouvé que le procédé n'était pas le bon. Cette année, avec d'abord l'arrivée d'une nouvelle directrice financière, la CAPF étudie déjà les besoins pour l'année 2023 et suivant, ce qui, je pense, permettra d'avoir une vision plus précise et on pourra calibrer, je l'espère, les finances, les besoins financiers de la CAPF par rapport aux vrais projets. En tous les cas, c'est notre souhait et on y veillera. Voilà, c'était surtout sur ces sujets-là que je souhaitais compléter. Merci Frédéric. Oui. La présentation de ces rapports annuels sur la CAPF n'ont jamais tellement donné lieu à des débats un peu nourris et contradictoires, je ne sais pas, mais en tout cas nourris sur le rôle et la place de la CAPF. Et c'est bien dommage parce que dans une ville comme Fontainebleau, évidemment, l'activité de l'échelon intercommunal, il est majeur. D'abord parce que Fontainebleau est la ville-centre et donc concentre sur son territoire un certain nombre de charges de centralité ou de responsabilités qui sont importantes pour l'ensemble de la communauté d'agglomération. Et au-delà de ça, en confiant et en déléguant des compétences à un échelon supérieur, il est tout aussi important que toutes les compétences et toutes les délibérations qu'on évoque tout au long de l'année autour de la table du conseil municipal, on puisse prendre le temps d'avoir des débats peut-être de fond sur les orientations, le bilan, mais aussi l'avenir de l'intercommunalité et de ce qui s'y passe. Moi, je voudrais insister sur ce point-là. Enfin, une ville-centre partout en France, et donc Fontainebleau ici particulièrement, a besoin d'avoir une intercommunalité qui soit efficace dans son action, qui soit présente pleinement sur ses compétences et qui joue pleinement son rôle. Une intercommunalité, ce n'est pas une collectivité de premier rang, c'est une collectivité qui fonctionne par délégation. Ce sont des élus qui ont chargé un niveau supérieur qui a son propre mode de financement, notamment lié aux compétences obligatoires qu'elle exerce, pour faire à sa place, c'est-à-dire mieux qu'il ne le ferait tout seul, pour faire à sa place et exercer à sa place un certain nombre de compétences. Moi, je voudrais insister sur l'exigence qu'on doit avoir collectivement vis-à-vis de cette intercommunalité.
exigences parce que la bonne réalisation des compétences qui sont les leurs sont déterminantes pour notre bassin de vie, pour notre bassin d'emploi si on parle économie, pour nos habitants si on parle transport, si on parle de toutes ces compétences très, très concrètes que la communauté d'agglomération a à avoir. Et c'est vrai, il était rappelé et par Julien, et par monsieur le maire, et par monsieur le premier vice-président de la communauté d'agglomération, il était rappelé le débat, mais aussi par Daniel Raymond, il était rappelé le débat que nous avons eu l'année dernière, qui était un peu surréaliste, où on nous avait annoncé une hausse d'impôt par principe de 8% des taux pour financer, on ne sait pas trop quoi, puisqu'à l'époque, le plan de travail, le plan c'est-à-dire les investissements notamment à venir, la feuille de route, n'était pas du tout fixée. Donc moi je ne siège plus maintenant au bureau communautaire, tant mieux si le bureau communautaire a décidé cette fois-ci de prendre les sujets dans le bon ordre. On s'entend sur ce qu'on veut faire ensemble et ensuite on voit les moyens financiers qui sont nécessaires pour y arriver. Jusqu'à présent, ce n'était pas le chemin qui était pris. Et je pense qu'il est important, parce que l'argent public est de plus en plus rare et de plus en plus sollicité, qu'on priorise effectivement les dépenses communautaires sur un projet qui doit être partagé par tous et dans lequel Fontainebleau, comme pas plus que les 26 autres villes, mais en tout cas aussi compte tenu proportionnellement à son rôle et à sa place, a toute sa place à être partie prenante. C'est, je pense, important. Et en matière de développement économique, puisque Daniel Raymond appelle à ce qu'on s'intéresse au-delà de la soirée, la dernière soirée, mais au-delà de cette dernière soirée, appelle notre attention sur le sujet du développement économique, je pense que l'agglomération a une responsabilité éminente en matière de développement économique, parce que ça fait partie de ces 2-3 compétences qui sont obligatoires. Il y a tout un tas de compétences que l'agglomération exerce qui lui ont été déléguées de manière optionnelle, et donc on a fait le choix collectif de transmettre à l'agglomération cette compétence. Il y en a d'autres qu'elle exerce alors même que ce n'est pas dans ses compétences. Ça, c'est peut-être un débat qu'un jour il faudra avoir à nouveau sur est-ce que on accepte que la communauté d'agglomération se disperse, et les exemples, on les a tous en tête. Et puis, il y a des compétences qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que devoir transmettre à la communauté d'agglomération leur exercice. Et l'emploi, le développement économique, l'accueil de nouvelles entreprises, c'est un sujet qui est obligatoirement porté par l'intercommunalité, et avec des résultats, on l'avait évoqué, Laurent Roussel l'avait évoqué l'année dernière, je l'avais évoqué moi-même, d'autres l'avaient évoqué, d'autres maires l'avaient évoqué autour de la table de la communauté d'agglomération, avec des résultats qui pour l'instant restent un peu minimalistes. Donc il va falloir effectivement que dans la préparation, et c'est important qu'on ait ce débat-là aujourd'hui, que dans la préparation de son budget 2023, on insiste bien sur l'efficacité des dispositifs économiques et de la politique économique qui doit être mise en œuvre, parce que notre territoire a besoin de se développer, parce que les entreprises ont besoin, si ce n'est d'être accompagnées, en tout cas d'évoluer dans un contexte qui est favorable, qui rassure les investisseurs, voilà, et je pense notamment à la viabilisation du foncier, que ce soit au quartier du Bréau ou dans d'autres zones artisanales de l'agglomération. Je pense à d'autres dossiers pour lesquels l'agglomération doit vraiment se positionner de manière en leader pour construire progressivement ce qu'elle n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire un bilan en matière de développement économique et d'emploi. Voilà, c'est le vœu que je voulais formuler, peut-être profiter de cette occasion pour l'exprimer. Merci, monsieur le député. C'est important parce que c'est vrai que parfois autour de la table du conseil d'agglomération, les élus bellifontains n'ont pas forcément la même vision de ce qui est proposé au débat, et c'est peut-être là aussi que ça peut se construire, au niveau notamment de ce que disait Daniel Raymond sur le développement économique. Donc voilà, ces débats, c'est aussi la possibilité d'harmoniser nos points de vue et de défendre au sein du conseil d'agglo la vision bellifontaine. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? C'est avec Thomas. Oui, c'est pas tout à fait juste, parce que généralement, justement, chaque année, lors de la présentation de ce rapport, ça donne lieu à peu près au même débat, donc on en parle quand même, et c'est sain. Et je me souviens aussi que l'année dernière, on s'était collectivement dit que ça pourrait être utile, une fois que le conseil municipal ait une vraie interaction,
puisque c'est possible avec le président de l'agglomération. À vrai dire, c'est quand même, il y a certes des vice-présidents, mais c'est toujours utile d'avoir la tête de l'exécutif et pas juste ses seins, fussent-ils brillants. Sur la manière dont c'est présenté, j'entends, en tout cas de la part de la majorité municipale, j'entends plus ce qui ressemble un peu à un réquisitoire qu'à un débat sur les compétences de l'agglomération. Et là où je suis un peu surpris, c'est quand même que, à de très rares exceptions, les délibérations sont quand même votées à l'unanimité, que les vice-présidents et les maires siègent au bureau des maires, donc ont une influence aussi sur la gouvernance quotidienne de l'agglomération, qu'il y a une première vice-présidence qui est Bellifontaine, qu'avant la communauté d'agglomération, avant sa création en 2017, il y avait aussi une communauté de communes présidée par la ville de Fontainebleau, par le maire de Fontainebleau. Et j'ai pas souvenir que sur cette période-là, qui s'est quand même étendue sur près de 10 ans, il y a eu un bilan en termes de développement économique qui soit substantiellement meilleur. En tout cas, le Bréau, il était déjà à l'abandon et il l'est toujours. Et si je peux me permettre quand même, récemment, l'agglomération, là où elle a un peu agi, vous allez me dire c'est peut-être pas suffisant, mais au moins sur la question des réseaux, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été consacrés à l'aménagement des réseaux sur la zone du Bréau, réseaux qui sont, vous le savez, indispensables au préalable d'activité économique. Si on va sur la manière dont l'agglomération fonctionne, puisqu'on est dans la pédagogie, on va le faire pour tout le monde, il y a aussi, et vous le savez bien, une sorte de gentleman agreement entre les communes et l'agglomération qui fait qu'en termes de développement urbanistique, les choix sont laissés aux communes. Il y a eu un débat récemment à l'agglomération, par exemple, sur une zone dite frontalière, qui était la maison forestière dite d'Avon, située cadastralement à Fontainebleau, qui était sur la zone frontière entre Fontainebleau et Avon. Et dans ce débat-là, l'agglomération a dit, voilà, puisque c'est sur le territoire cadastral de Fontainebleau, c'est Fontainebleau qui en décide la destination, même si c'est sur la rue qui est une rue avonaise, etc. etc. Donc, l'aménagement urbanistique et donc le développement d'activités économiques ou pas, c'est prioritairement un choix que nous, communes, faisons. Lorsqu'on décide aux subsistances militaires de la reconvertir en zone de logement, et c'était d'ailleurs un des débats lors de la campagne électorale, je suis désolé, c'est le choix de la commune de Fontainebleau, pas celui qui impose l'agglomération. Ce n'est pas l'agglomération qui est moteur sur le choix de ventiler en un maximum de logements et quelques commerces, c'est bien la ville de Fontainebleau qui, en plus, a proposé une modification de PLU à l'agglomération qui ne fait qu'avaliser souvent les décisions de modification de PLU présentées par les communes. Je vous laisse récupérer les éléments de langage. Pardon ? Non, mais je vous laisse finir votre discussion parallèle. Non, répétez juste. Je vous laisse récupérer les éléments de langage. Merci, je vous répondrai juste après. D'accord, pas de problème. Mais en tout cas, je finis de vous parler, puis après vous pouvez prendre les informations où vous le souhaitez. Donc, je tenais quand même à rappeler que quand on, entre guillemets, dit que l'agglomération ne joue pas son rôle en matière de développement économique, puisque dans l'accord entre les communes et l'agglomération, ce sont les communes qui décident des destinations foncières des terrains, y compris d'agglomération, je pense que la responsabilité est plutôt nôtre que de l'agglomération. En tout cas, c'est à nous de le promouvoir. Donc c'est vrai que s'il y a des initiatives, comme le mentionnait Daniel Raymond, pour des rencontres économiques organisées par la ville, pourquoi pas, dès lors que c'est un objectif de développement économique. Après, quand on se plaint aussi des doublons qu'il peut y avoir, il faut aussi s'interroger pour avoir un partage clair des responsabilités. C'est soit vraiment à l'agglomération, et donc dans ce cas-là, on délègue aussi l'urbanisme, même s'il est délégué en tant que compétence, on délègue la gestion d'urbanisme et la destination foncière des parcelles à l'agglomération, mais on ne peut pas avoir en fait le beurre et l'argent du beurre dans les discussions. En tout cas, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui à l'agglomération pour la clarté de tous, la clarté des débats. Mieux vaut le préciser, parce qu'entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui se fait dans les faits, il y a quand même une différence, et cette différence, elle a été communément accepté par tous les maires des communes concernées, des 26 maires, en bureau des maires et en bureau d'agglomération. Bien, je pensais à quelques éléments de réponse, mais je vais quand même rappeler le réquisitoire. Il y a quelques années quand même, quand l'agglomération était justement sous présidence Bellifontaine, il y a eu des actions majeures pour le développement économique. La rénovation du Grand Parquet. Aujourd'hui, tout le monde se félicite
d'avoir un outil aux normes des plus grandes compétitions mondiales. C'est pas parti de nulle part. Le premier télécentre. Ça y est, la parole. Je peux terminer? Vous avez besoin d'éléments de langage à côté ou pas? Le télécentre, ça a été aussi un sujet porté par l'agglomération. L'installation de Picard, je pense que même si le calendrier a une date postérieure, tout le travail de fond qui a été fait a bien été initié par Frédéric Valtou à l'époque à la présidence de l'agglomération, et c'est parti de très loin. Sans en réduire le débat au sujet qui a été celui de la parcelle qui est voisine d'Avon, je pense qu'effectivement c'est se tromper d'échelle de débat, Monsieur Thomas. Et l'échelle de débat, elle a évidemment été rappelée par Laurent lorsqu'il a cité l'enjeu du Bréau. Je rappelle que c'est l'État qui a vendu à un promoteur pour les subsistances, et je rappelle que la ville est intervenue pour ajouter des surfaces de bureaux, des surfaces d'équipement, et pas faire que du logement. Mais ça, si vous avez besoin qu'on vous rappelle, on va dire, la capacité de l'État à vendre à un promoteur au prix qu'il le souhaite, on pourra en reparler. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir votre vision du Bréau. Un jour, je ne sais pas, à force d'en parler, on pourra effectivement avoir votre réflexion profonde sur cet aménagement, cette dernière parcelle, c'est 8 hectares, pardon Hélène, c'est 8 hectares à aménager au Bréau, cette dernière poche sur laquelle effectivement il y a un enjeu majeur pour la ville et pour son territoire à prendre les devants et à avoir un projet à la fois ambitieux et visionnaire, puisqu'on ne parle pas de quelques mètres carrés de construction, mais bien du quartier de Fontainebleau pour les 30 prochaines années. Donc là, ce serait peut-être effectivement intéressant. Et comme vous l'avez rappelé, nous avons capacité à faire des propositions au niveau de l'agglomération. Donc peut-être que Fontainebleau sortirait peut-être grandi à avoir une vision assez unifiée sur ces sujets à défendre autour du conseil d'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce débat sur la CAPF? Oui, juste un petit mot sur le Bréau, parce que j'ai déjà partagé ma vision, y compris pendant les élections municipales. Pour moi, le Bréau, je vous le dis, ça devait être, avant même ce projet de subsistance militaire, qui pour moi n'a aucun sens urbanistiquement en termes de nombre de logements. Et je rappelle quand même que la ville a facilité la réalisation de logements, puisqu'on a augmenté les capacités, les droits à construire sur la zone en proposant une modification du PLU. Nous, ville, qui avons proposé à l'agglomération, qui ensuite a avalisé. Donc il y avait quand même un souhait de la municipalité d'y faire du logement. Pour moi, cette zone-là, avant c'était 12 hectares, maintenant ça n'est plus que 8. Ça doit être dédié uniquement à des activités économiques. C'est la dernière réserve foncière de la ville. C'est là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts pour justement apporter de l'emploi sur le territoire, qui ne soit pas uniquement de l'emploi pour les Bailly-Fontaine, mais l'emploi pour l'ensemble du territoire, parce que Fontainebleau est ville-centre, ça a été rappelé à plusieurs reprises, mais il y a un truc crucial qui nous manque, qui manque au sud de Seine-et-Marne, c'est des grosses zones d'emploi. Donc les grosses zones d'emploi qui ne sont pas forcément tous des emplois qualifiés, aujourd'hui c'est Montereau-Melun, Fontainebleau, il n'y a rien entre les deux, il n'y a pas du tout d'emploi, il y a des emplois administratifs, il y a quelques emplois dans le secteur touristique, mais il n'y a pas forcément des emplois qui limitent par exemple les flux de voyageurs qui chaque jour prennent le train en gare de Fontainebleau pour aller travailler à Paris. Il y en a près de 8000 chaque jour, donc c'est quand même des flux importants sur notre ligne, et c'est ce type d'emploi-là qu'il faut arriver. Donc en gros, des emplois qui correspondent aux qualifications locales. C'est tout à fait les débats que nous avons eus avec les réseaux chefs d'entreprise. Frédéric Valtou. Oui, quand même, rappelons qu'à Fontainebleau, et je pense qu'il faut le dire, c'est des chiffres de l'INSEE, ce n'est pas nous qui les inventons, il y a près de 10 000 emplois à Fontainebleau. Il y a près de 10 000 emplois, alors vous contestez ces chiffres peut-être, mais présentez-en d'autres, et à l'INSEE, pas à nous. L'INSEE nous dit qu'il y a 9 500 emplois à Fontainebleau. Donc il faut arrêter ce mythe d'une ville dans lequel l'emploi n'existe pas, dans lequel l'emploi n'a pas sa place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au Bréau, il n'a jamais été dans les projets de l'équipe municipale de ne faire que du tout logement.
Bien au contraire, on a bien compris qu'il fallait continuer à faire un travail qui a été initié il y a quelques années, de favoriser l'implantation d'emplois à Fontainebleau. Moi, je suis très fier, parce que vous rappeliez le bilan en les opposant. Moi, je suis très fier de voir que la communauté d'agglomération continue, parce que finalement, en matière de développement économique à Fontainebleau, elle n'a pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent. Je suis très fier qu'elle continue à vanter les mérites, effectivement, du centre de la rue de Tavernier, du télécentre qu'on a ouvert en 2015, et qui fonctionne très bien, avec la pépinière d'entreprise qui allait avec. Je suis très fier qu'elle ait poursuivi, après l'avoir beaucoup critiqué, mais vous aussi, donc c'est un point commun, le développement du Grand Parquet qui a été rénové en 2012. Et je suis effectivement, comme le rappelait Julien, très fier qu'elle continue à valoriser l'implantation qui a été décidée en 2014 du siège social de Picard à l'endroit où il se trouve. Mais voilà, tout ça, ça date d'il y a maintenant 7-8 ans. Et la vie continue. Et Fontainebleau attend et a besoin que, en matière de développement économique, on ne s'arrête pas là. Le film a été chouette il y a quelques années, il faudrait que ça continue. Il faudrait qu'il y ait une saison 2, une saison 3 à tout ça. Et effectivement, qu'on poursuive le développement du télétravail, qu'on poursuive les activités du Grand Parquet, mais ça, effectivement, c'est bien parti, et qu'on poursuive effectivement la plantation d'autres sièges d'entreprises dans l'agglomération. Je vais juste terminer par là, parce que vous savez, quand on vous connaît, on en sourit, mais quand l'agglomération, je la présidais, tout ce qui s'y faisait était négatif. Et à l'époque, on s'en fiche des débats de l'époque, mais enfin, tout était négatif. Et puis, effectivement, le jour où Fontainebleau a perdu la présidence de l'intercommunalité, tout est devenu formidable à la communauté d'agglomération. Moi, voilà, j'appellerais votre capacité de jugement et votre intelligence critique à peut-être être plus nuancée. Tout n'est jamais ni blanc, ni noir, ni rose, ni noir, et que dire il y a des choses positives qui peuvent se faire à différentes époques, et donc des choses aussi peut-être plus négatives. Laurent Roussel. Oui, puisqu'on est dans le bilan de la CAPF, je mentionnerai que le télécentre, puisque j'ai présenté le dossier à la CAPF, le télécentre aujourd'hui c'est 100% d'utilisation, donc on est arrivé au maximum, c'est 122 personnes qui y travaillent, donc c'est un vrai succès. Et également le Grand Parquet, puisque l'année 2023 a été 2022 a été la meilleure année du Grand Parquet, avec un nombre record de manifestations. Donc on ne peut qu'espérer qu'on poursuive sur la même voie. Donc on voit que c'est effectivement un outil qui est fondamental pour le développement économique de la CAPF. En ce qui concerne les emplois, effectivement, Fontainebleau, c'est 10 000 emplois. C'est beaucoup moins de personnes qu'on ne le croit qui prennent le train par rapport à la population des actifs bellifontins. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'emplois qui n'existent pas à Fontainebleau, c'est mon cas, donc, puisque moi je fais partie de ceux qui prennent le train tous les jours. Mais quand on regarde plus précisément, le déficit d'emploi, il est plutôt sur les autres communes que Fontainebleau même, puisque c'est les autres communes qui grossissent, qui ont construit, etc., sans forcément toujours organiser le développement économique, une proportion de développement économique suffisante. Donc le déséquilibre, il est plutôt au niveau des autres communes de la CAPF que de Fontainebleau. Et c'est la même chose pour quand on regarde la gare, on a l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui montent en train, mais très minoritairement, ils sont de Fontainebleau. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir, parce que Fontainebleau a, au contraire, alors certes, c'est du tertiaire, mais un niveau d'emploi qui est important et assez diversifié, contrairement à ce qu'on pense. Ça, donc il faut rétablir un peu les choses sur ce sujet-là. Et concernant le Bréau, effectivement, on travaille sur un projet où il y a une partie donc habitation et une partie développement économique, puisqu'il faut essayer de trouver le juste milieu pour avoir un équilibre financier sur le développement, puisque comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de réseaux à créer, il y a beaucoup notamment au niveau de l'eau par exemple, et donc il faut pour ce terrain-là qui appartient aujourd'hui à la CAPF arriver à un équilibre financier, donc en mixant la partie développement économique et habitat. Voilà. Donc les choix, ils sont aussi dictés par des considérations qui sont financières. C'est important ce que précise Laurent, parce qu'il ne faut pas laisser penser ou laisser croire qu'on pourrait du jour au lendemain sur les 8 hectares avoir une vision uniquement
développement économique. En tout cas, ça pourrait donner raison à Daniel Raymond sur les impôts locaux et sur la capacité à l'agglomération de pouvoir porter l'aménagement sur cette zone, puisque, comme l'a dit Laurent, c'est une question d'équilibre. En tout cas, c'est ce que nous défendrons, une vision équilibrée des choses sur ces 8 hectares, avec une ambition assez forte sur tout ce qui est respect environnemental, pour essayer d'avoir une trace positive sur notre paysage et sur notre environnement et sur l'avenir de la ville. Je veux priver personne. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Merci. Donc il n'y a pas de vote. Nous prenons acte collectivement que ce débat, fort intéressant et qui en appellera d'autres, a eu lieu. Et je vais passer au point suivant en donnant la parole à Francine Bollet qui va nous parler de la SEM, du rapport d'activité de la SEM du pays de Fontainebleau. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tous. Donc en effet, tel que l'exercice vient d'être fait pour la CAPF, il me revient de vous présenter le rapport d'activité de la SEM, dont je rappelle que la ville est actionnaire à hauteur de 1,5% depuis 2010. Donc vous avez eu le rapport détaillé en annexe de notre dossier et je vous présenterai simplement les grandes lignes de l'année 2021. La SEM a profité de l'accalmie, d'une certaine accalmie en 2021, ensuite des 2 années de pandémie, et elle en a profité pour engager une réflexion sur sa stratégie opérationnelle et son fonctionnement interne, avec un projet de changement de dimension vers un accompagnement de projets de plus grande ampleur. Donc dans le cadre de ce travail interne, la SEM a notamment fait le choix de s'engager dans 2 processus de certification, l'un relatif à son fonctionnement, l'autre à l'environnement. Elle a également amorcé la création d'une société holding pour rassembler et donner de la visibilité à ses filiales, dont la plus importante est la SCI de la halle de Villars. Donc cette société holding permettra de faire remonter et de centraliser les résultats des filiales. Également, elle a engagé une mise à jour de ses statuts, qui est en cours depuis le début de l'année 2022 et qui devrait être finalisée en 2023. Elle projette également la création d'une foncière commerce, avec la volonté de préserver la qualité des enseignes de centre-ville. Pour information, aujourd'hui, la SEM est déjà propriétaire d'un certain nombre de commerces, comme Paul, Active Body, Crédit Mutuel, Photographe de la rue Grande, Antiquaire de la place du Général de Gaulle, et sa participation dans le cinéma de la halle de Villars. Mais la volonté est de développer, toujours au service des communes, bien entendu, la préservation du commerce de nos centres-villes et centres-bourgs. Enfin, il y a 7 projets majeurs qui ont été initiés en 2021, qui voient le jour en cette fin d'année 2022 pour un démarrage en 2023. Parmi ces 7 projets, 3 sont situés à Fontainebleau. Il s'agit du quai 77, qui est l'ex-bûcheron pour l'un des 2 magasins seulement, au 77 rue Aristide-Briand, avec le projet d'y faire un tiers-lieu, mais aussi des espaces de formation dont la ville manque cruellement, et des locations de bureaux, et également, ce qui n'existe pas non plus à Fontainebleau, un rooftop. Deuxième projet concernant Fontainebleau, on a déjà évoqué, c'est la résidence étudiante de la rue des Archives. Et puis, troisième projet dont on est sûrement tous très impatients, c'est la reconstruction des 2 immeubles 24-26 rue Grande sur la place du jet d'eau, qui sont quand même vraiment, qui donnent une image de notre centre-ville extrêmement dégradée.
Voilà pour les projets de Fontainebleau. 2 opérations également d'importance sont en cours de déploiement sur d'autres communes de la CAPF. Je citerai la ferme des Tournelles à Chailly-en-Bière, qui sera un programme de logement, de commerce et d'équipement public. Et enfin, pour les communes de la CAPF et un autre projet à Hérissi de logement et de commerce. Également, 2 opérations sur Nemours, la construction de l'usine Délices Chocolat et la construction d'un projet immobilier en centre-ville sur un site désaffecté. Voilà, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé à la SEM au cours de l'année 2021. Et ils ont donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ce rapport de la SEM au titre de l'année 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation très précise de Francine Bollet ou sur ce rapport d'activité? Oui. On va... Je pense qu'on prend acte. Je pense que c'est la même démarche que sur le rapport de la CAPF. On va prendre acte de cette présentation. Je ne pense pas qu'il y ait de vote du rapport de la SEM. On vote? Au pire, on vote, comme ça, on aura ceinture et bretelles. En revanche, peut-être que les administrateurs de la SEM pourraient s'abstenir lors de ce vote. Ce qui serait... Et Judith aussi. Effectivement, ce serait plus sage. Donc, on va vous proposer de faire un vote... Pardon? Oui, tout à fait. Donc Laurent, tu ne prends pas part au vote. Francine, Frédéric et Judith ne prendront pas part à ce vote. Donc je soumets cette présentation. Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Merci, c'est plus simple. Point suivant, je vais demander à Thibaut Flynn de nous faire un point sur l'adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie. Excusez-moi, j'ai sauté un point. Oui, point d'avant, donc d'ailleurs c'est moi qui dois le présenter. On vous propose, nous sommes adhérents d'une association qui s'appelle Sites et Cités Remarquables de France, qui a pour but de contribuer au développement des villes et pays d'art et d'histoire et des villes-territoires porteurs d'un site patrimonial remarquable, ce que la ville est désormais puisque nous sommes dans un périmètre SPR. Le représentant de la ville était Frédéric Valtou jusqu'à présent et il n'a plus la possibilité de représenter la ville au sein de cette association, donc nous devons désigner un nouveau représentant. Et nous vous proposons la candidature de Francine Bollet pour représenter la ville au sein de cette association. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques complémentaires? Daniel Raymond. Merci, monsieur le maire. Juste une remarque. Vous demandez, s'il vous plaît, d'ajouter cette association sur la longue liste des associations où la ville est représentée. Pour ce fameux rapport d'activité que vous m'avez promis depuis plusieurs mois déjà et que j'attends avec grande impatience. Merci. J'ai bon espoir, monsieur Raymond. Il progresse ligne à ligne et j'en ai même quasiment la totalité. Donc nous pourrons effectivement faire un point très précis sur vos questions et vous verrez que les participations de la ville aux associations ont quand même du sens et que ce n'est pas fait comme ça au doigt mouillé. Ça nous permet aussi d'avoir des réseaux, de l'information et de positionner Fontainebleau sur des sujets qui nous dépasse. Merci, monsieur Raymond. Candidature de madame Bollet pour nous représenter au sein de cette association. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci pour votre vote. On va pouvoir passer au point suivant. Thibaut Flynn, je t'en prie. Bonjour à tous. Attendez, hop, je rapproche le micro.
Donc c'est une adhésion au groupement de commandes donc pour la fourniture et l'acheminement d'énergie et de services donc mise en place par le SDESM, auquel la ville souhaite adhérer, notamment pour l'électricité, ce qui permet éventuellement, et notamment en ce moment, compte tenu de l'augmentation très importante des coûts de l'énergie, qui va permettre de grouper les achats à la fois pour la fourniture d'électricité, mais aussi pour l'achat d'un véhicule électrique, comme on le fait déjà. Voilà. Les fournitures de gaz, bien sûr, ne sont pas comprises puisqu'elles sont assurées par Engie dans le cadre d'un autre contrat. Après, je pense que le reste de la note est plutôt complet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Très bien, on va le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Point suivant. Thibaut Flynn, toujours sur la DSP du stationnement payant sur voirie et en ouvrage, le rapport d'activité. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, donc, j'ai le plaisir de présenter le rapport d'activité de la délégation de service public du stationnement pour 2021. En préambule, et pour ceux notamment qui nous regardent sur Internet, je rappelle que donc, la gestion du stationnement à Fontainebleau est confiée à une entreprise privée, en l'occurrence la société Interparking, par le biais de ce qu'on appelle une délégation de service public, qui a une durée de 15 ans, donc qui a commencé en janvier 2013 et qui prendra fin en janvier 2028. Donc, nous sommes actuellement aux 2/3 du contrat. Le principe de la DSP, c'est que la ville confie donc la gestion du service public du stationnement à un opérateur économique qui porte les investissements et qui se rémunère en s'appuyant sur les recettes issues de l'exploitation commerciale, en l'occurrence des parkings, et qu'en parallèle, la ville, bien sûr, reste propriétaire des infrastructures et reçoit une redevance variable qui vient alimenter le budget général de la commune. Et finalement, c'est plutôt logique puisqu'il y a une activité économique substantielle qui se déroule au sein de son patrimoine. Donc chaque année, le délégataire il établit un rapport d'activité qui permet de constater les fruits de la politique du stationnement, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors s'agissant du fond de ce rapport, et là je m'adresse davantage à mes collègues élus, si vous avez lu précisément ce rapport, j'en doute pas, vous avez pu constater que les comparaisons avec l'année 2021 s'effectuent avec l'année 2019, contrairement à la tradition qui est de comparer avec l'année précédente. C'est pour deux raisons très simples. Déjà évidemment 2019 c'est la dernière année hors Covid, mais en plus c'était une année record en termes de fréquentation sur le stationnement à Fontainebleau, en tout cas record depuis 2013, donc l'année de démarrage de la DSP. Donc on a trouvé plus intéressant et ambitieux de comparer l'année 2021 à cette année, on va dire référence 2019. Donc le rapport c'est à peu près 100 slides, donc je vais juste me concentrer sur les points les plus intéressants et bien sûr je répondrai aux questions si vous en avez. En premier, s'agissant de la fréquentation horaire des parkings en ouvrage. Donc les parkings en ouvrage, ce sont les parkings en infrastructure, superstructure, château, Napoléon, marché, place de l'Étape. On constate une nette différence entre la première moitié de l'année, donc 2021, où les baisses par rapport à 2019 sont évidemment très marquées, entre moins 19 et moins 52%. On oublie vite, mais c'était l'époque de la troisième vague, des vaccinations, les bars et les restaurants étaient fermés, donc forcément un grand impact sur le stationnement. Par contre, ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'on distingue très nettement une césure avec la deuxième moitié de l'année, où les chiffres sont non seulement proches du record de 2019, mais même parfois vont au-delà. On est par exemple à plus 7% par rapport à 2019 en juin, à plus 9 en juillet ou plus 7 en octobre. Ça, ce sont les pages 69 et 70 pour ceux qui suivent sur le rapport. Donc, ce sont des chiffres très encourageants. Sur la voirie, pour rappel, le stationnement en voirie se décompose en 3 recettes. Il y a les recettes horaires, donc c'est la personne qui paye avec les pièces ou sa carte bancaire 1 heure, 2 heures. Il y a le forfait à la demi-journée, à la journée, et il y a l'abonnement résident, ça ce sont pour les Bélifontins qui prennent un abonnement pour 1 mois, le forfait à 18 €. Alors les recettes horaires sont bien sûr en baisse, notamment dû à un moindre respect du paiement du stationnement à la suite de la période de gratuité, puisque je rappelle que la ville avait décidé, fin de l'année 2020, compte tenu de la crise sanitaire, que le stationnement en surface, donc en voirie, serait gratuit, donc sur l'ensemble de l'année 2020. Suite à une meilleure communication et à la demande de la ville, on observe quand même que l'utilisation des forfaits, donc demi-journée, journée ou semaine, a bien augmenté et a dépassé les recettes par rapport à 2019, donc ça c'est un très bon point. Et les recettes résidents sont plutôt stables, on est à une baisse de 2%, mais on est, on va dire, dans l'épaisseur du trait. Sur l'ensemble, donc page 80, on observe que les recettes voirie sont en baisse de 17%.
S'agissant des FPS, qui est le forfait post-stationnement, alors c'est un terme un peu technocratique qui est issu de la loi MAPTAM, mais en fait qui correspond tout simplement aux verbalisations. Là encore, il y a une nette différence en cours d'année, puisqu'on était en fait au début de l'année à des chiffres assez faramineux de non-respect du paiement du stationnement de près de 70%. Progressivement, nous sommes revenus à un chiffre beaucoup plus raisonnable d'environ 30%. Et ça s'explique par le fait encore une fois, qu'on sortait de la période de gratuité qui avait été décidée par la ville, qui prenait fin au 1er janvier, qu'il a fallu un temps de réadaptation, entre guillemets, des usagers. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire une petite parenthèse, mais pour dire que contrairement aux idées reçues et que parfois je vois passer sur les réseaux sociaux, que la ville n'a absolument pas profité de cette période pour verbaliser à outrance, et ça on peut le voir dans ce fameux compte-rendu, enfin dans ce rapport, puisque malgré un taux de non-paiement qui était important au début d'année, il n'y a pas eu plus de contrôle. Et il y en a même eu beaucoup moins qu'au second semestre. C'était tout à fait logique et voulu, puisque, encore une fois, on sortait de ces périodes de gratuité et donc on était davantage dans une période, on va dire, de pédagogie, la crise sanitaire étant encore compliquée à cette époque-là. Au fur et à mesure des semaines, les contrôles ont repris, la situation est rentrée dans l'ordre. En conclusion, pour reprendre le bilan global de l'année, ça ne surprendra personne si je vous annonce que ça a été une année très compliquée en matière de stationnement à Fontainebleau, évidemment à cause de la crise sanitaire, mais point positif, on est quand même clairement sur une tendance haussière et on a même atteint des records de fréquentation donc en deuxième partie d'année avec des chiffres qui vont au-delà de 2019 comme j'ai pu vous le dire. Cela ne suffit néanmoins pas à atteindre le fameux seuil qui déclenche la redevance variable qui ensuite est reversée à la ville et nous n'avons donc reçu aucune rémunération de la part de notre délégataire. C'est une nouvelle preuve de l'effet de la Covid sur les finances communales que je pense plus personne aujourd'hui ne peut nier. Je rappelle d'ailleurs que la ville en 2019 avait perçu 550 000 € de redevance variable, donc rien en 2020, rien en 2021. Donc sur la politique du stationnement, à elle seule, la Covid a fait perdre plus d'1 million d'euros à la ville de Fontainebleau. La situation, alors, dans l'attente des chiffres consolidés, devrait être beaucoup plus favorable en 2022. Et là, j'en profite un peu comme une lumière au bout du tunnel pour vous livrer en exclusivité mondiale une première tendance reçue ce matin de l'année 2022. Figurez-vous qu'au 30 novembre, donc sur les 11 premiers mois de l'année, nous sommes à 1% près au même niveau que le record de fréquentation de l'année 2019, qui, je le rappelle, est une année record. Donc, c'est une excellente nouvelle, évidemment, et c'est une nouvelle preuve de l'incroyable attractivité de notre commune qu'on retrouve petit à petit. Alors, comme dit l'expression, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé, mais je vous livre un petit conseil sous forme d'espoir et de boutade. Gardez un peu de place dans vos caves, parce qu'il est possible que le rapport 2022 figure parmi les bons crus de la décennie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Flynn, pour ce message d'espoir. Il en faut. Évidemment, on peut trouver là un signe d'une attractivité retrouvée de la ville de Fontainebleau. On ne peut que s'en réjouir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Monsieur Le Cerf. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. C'est une question qui a été reportée déjà, et ce rapport n'a pas été modifié alors qu'il fait un comparatif avec l'année 2019 et non l'année N-1 2020, ce qui est la règle habituellement pour un rapport d'activité. Je comprends que le comparatif avec l'année 2020 n'est pas significatif. Monsieur Flynn l'a précisé et expliqué dans sa présentation, mais Interparking aurait dû bâtir son rapport en comparant 2019, 2020 et 2021. Je pense que ça aurait été plus intéressant. J'ai aussi un regret, notamment à la CSPL du 23 novembre, que l'application de la loi de 2014 relative à la consommation ait eu pour conséquence une hausse des grilles tarifaires des stationnements fractionnés au quart d'heure. Pris note. Thibault Flynn. Oui, simplement, effectivement, il avait été présenté une première fois en commission en novembre et décalé à décembre, mais ça n'avait rien à voir avec l'année de référence 2019. C'est parce qu'il y avait une erreur dans un tableau, il y a des chiffres qui avaient été inversés. Donc, par respect pour le conseil municipal, la ville avait décidé de surseoir et de décaler d'un conseil municipal l'examen de ce rapport, mais rien à voir avec la comparaison année de référence. Et pour les chiffres de l'année 2020, vous les avez, Monsieur Le Cerf, tout le monde les a ici, puisqu'on a voté le rapport 2020 l'année dernière autour de cette table. Donc si vous regardez dans vos archives de mail, vous pouvez retrouver le rapport 2020 et comparer tous les chiffres que vous estimez nécessaires ou importants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport?
Pas de questions, je vais le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Gwenaëlle Claire pour la convention de partenariat entre l'association PFA et la ville de Fontainebleau. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc ce partenariat qui est né d'une demande de l'association Pays de Fontainebleau Athlétisme qui cherchait un lieu de stationnement sécurisé pour son minibus et donc qui a abouti à ce partenariat avec le centre de loisirs puisque en échange donc d'un stationnement permis dans l'enceinte du centre de loisirs, l'association Pays de Fontainebleau Athlétisme accueillera jusqu'à une vingtaine de jeunes les mercredis après-midi entre 14h et 16h, accompagnés bien sûr d'animateurs du centre de loisirs dans leur groupe de plus jeunes de poussins. Donc voilà, c'est une idée pour promouvoir bien sûr l'offre et la pratique de l'athlétisme et pour élargir en contrepartie l'offre sportive pour nos plus jeunes au sein de nos structures. Merci Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier point à l'ordre du jour de notre conseil, José Tenda pour une convention de partenariat entre la maison de sport santé et des associations de clubs sportifs. Merci, Monsieur le maire. Il y a quelques mois, au mois de septembre, il y avait 6 associations sportives qui ont signé la convention de partenariat entre la maison sport santé. C'est une réussite pour la maison sport santé parce qu'il y a pas mal d'associations sportives qui commencent à venir s'adhérer. Donc aujourd'hui, nous avons une autre association sportive qui est RCPF, c'est-à-dire que Racing Club du Pays de Fontainebleau, qui va signer la convention. C'est pour vous dire que cette association sportive il va s'impliquer dans ce dispositif et a des encadrants formés pouvant animer des programmes de passerelles. Donc je vous demande au conseil municipal d'approuver le partenariat entre la maison sport santé de Fontainebleau et l'association RCPF pour la mise en place de ces programmes. D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec le RCPF afin que tout document s'y rapportant. Merci. Merci José pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On a épuisé l'ordre du jour. Nous avons reçu 2 questions orales. Monsieur Thomas, je vous en prie. Oui, merci. En fait, ces questions orales, c'est le copier-coller de questions écrites, mais qui n'ont pas apporté de réponse. Donc la première de ces questions date du 24 octobre, qui était 2 semaines, je pense, avant les vacances de la Toussaint. Et ça concerne la suppression du bus qui effectivement desservait le centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Donc c'est un sujet sur lequel nous avions été alertés et des parents aussi sont mobilisés qui vous ont écrit, que vous avez reçus je crois depuis. Et donc les questions qui vous étaient adressées le 24 octobre dernier, on voulait avoir les historiques d'utilisation de ce moyen de transport pour se rendre au centre de loisirs, donc en prenant un peu d'historique, c'est-à-dire pas juste les années Covid, puisqu'on avait autour de cette table, à l'époque, la suppression avait été justifiée par sa sous-utilisation, mais sous-utilisation c'est toujours un terme relatif et non pas absolu, donc on aimerait bien avoir les historiques d'utilisation, les données. Le coût aussi que ça représentait pour la municipalité, donc entre le coût du service et puis les recettes générées, parce que c'était pas une tarification type Navigo, c'était une tarification dédiée. Et puis enfin les solutions envisagées pour permettre aux enfants d'accéder au centre de loisirs. Et on vous demandait à l'époque de surseoir à la décision avant d'avoir trouvé des solutions pérennes. Visiblement ça n'a pas été le cas, mais comme j'ai pas eu de réponse à cette question, j'aimerais bien avoir les éléments, les données en particulier, parce que si on n'a pas de bonnes données, on ne prend pas forcément de bonnes décisions. Donc tout commence par là.
Merci. Merci, Monsieur Thomas. Je vais revenir à vos questions, mais juste m'étonner, et ce n'est pas du tout faire offense à qui que ce soit, mais nous avons eu l'occasion de travailler le sujet avec une conseillère municipale qui est absente ce soir, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, qui a assisté à des réunions de travail sur le sujet. Donc il me semblait tout à fait pertinent qu'elle puisse vous transmettre les éléments d'information utiles à la question que vous avez posée. Mais néanmoins, puisque vous la reposez ce soir, je vais donc apporter des éléments à nouveau. Année de référence 2019, les vacances d'hiver, le matin 23 enfants, le soir 20. Les vacances de printemps 2019, le matin 24 enfants, le soir 19. Les vacances de Toussaint, le matin 21 enfants, le soir 16. Et les vacances de Noël, le matin 17 enfants, le soir 13. Un bus est à peu près 50 places. Vous constaterez qu'il n'est pas plein. Le coût du transport en 2019, 8 000 € pour la ville, et les recettes, 2 353 €. Donc vous faites la différence et vous constatez que le service n'est pas équilibré. Au niveau de la préparation du budget 2022, notre majorité a fait des choix, et devant le non-équilibre de ce sujet et peut-être la non-pertinence d'avoir un bus à moitié vide qui se promène en ville, nous avions fait le choix de supprimer cette prestation au niveau des vacances, pas au niveau des vacances d'été qui ont un régime particulier puisqu'il y a plus d'enfants accueillis. Une pétition a été signée par 241 personnes, dont 33 familles étaient concernées par le service et 18 familles utilisatrices. Ces chiffres sont importants. Nous avons rencontré les membres de ce collectif de signataires, et notamment le 25 novembre dernier, pour essayer de leur faire des propositions concrètes, puisque nous avons évidemment pris conscience que ceux qui étaient pénalisés, c'était peut-être ceux qui n'avaient pas les moyens, finalement, d'avoir des solutions pour se rendre au centre de loisirs, à des moments où sans doute que les parents travaillent, et qu'ils ont non seulement besoin d'y aller, mais d'avoir une solution de garde pour la journée, en tout cas d'activité pendant les vacances. Donc nous avons réfléchi, nous avons pris le sujet sous un autre angle, sous un angle de qu'est-ce que nous pourrions faire comme offre nouvelle, comme mutualisation d'actions pour pouvoir répondre à la demande des parents, mais également offrir d'autres services éventuellement à d'autres publics bellifontins. Et nous avons fait le pari, en tout cas nous prenons le parti, de faire l'acquisition d'un minibus, un minibus que des animateurs pourront conduire, donc avec un permis B. Et ce minibus, il fera 3 arrêts particuliers. Il s'arrêtera au Bréau, il s'arrêtera près de la maternelle Lagorce et il s'arrêtera près de l'église pour pouvoir faire un système de récupération des enfants intéressés par ce système pour rejoindre le centre de loisirs. Et quand je dis mutualisation, nous envisageons aussi, mais c'est un travail qui est encore à l'étude, de pouvoir proposer aussi avec le CCS l'utilisation de cette navette pour des prestations, en tout cas des demandes particulières que pourraient avoir les seniors sur le centre-ville à des moments particuliers de la journée. Donc mutualiser un achat pour des besoins qui pourraient répondre aux parents mais surtout aux enfants afin de se rendre au centre de loisirs, mais aussi sur d'autres missions que pourrait avoir en tête le CCAS. En tout cas, c'est un sujet que nous remettons sur l'ouvrage et qui pourrait trouver une mise en service dès les prochaines vacances du mois de février. Autre question ? Non, c'est gentil. Si la prochaine fois, juste ne pas avoir à poser la question au conseil municipal pour avoir une réponse à mon écrit, ce sera encore plus appréciable. Mais c'était clair et précis. Je vous remercie. La seconde question, je vous l'ai envoyée il y a moins longtemps, mais elle concernait un sujet qui a eu lieu il y a moins longtemps. C'était effectivement la veille de France-Angleterre. Je vous avais demandé, enfin je commence par la conclusion, je vous avais demandé effectivement quel était le dispositif de sécurité mis en place au vu des expériences passées qu'il y a eu à Fontainebleau. On sait que lorsqu'il y a des grandes compétitions sportives, en particulier les matchs de foot, ça ne se passe pas pour la Coupe du Monde de rugby, enfin pas encore en tout cas, dès que la France se qualifie pour les quarts, joue les quarts de finale pour être précis, il y a des débordements, comme on a pu voir
encore samedi soir. Donc la première fois, je crois que c'était en 2016 qu'il y avait eu des débordements. 2018, la Coupe du Monde, l'Euro 2021, maintenant la Coupe du Monde 2022. Et donc je vous posais la question de savoir quelles étaient les mesures de sécurité mises en place. Malheureusement, j'ai pu le constater par moi-même, il n'y avait pas grand monde. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de forces de police présentes. Et probablement les quelques agents du commissariat présents sont venus qu'après une vingtaine de minutes, on va dire, de débordements marqués pour plutôt évacuer une personne qui avait fait un malaise. Et les choses se sont enfin calmées lorsque la BAC est arrivée. Enfin, ont commencé à se calmer, pardon, lorsque la BAC est arrivée, c'est-à-dire une demi-heure après le début du bazar qu'on connaît, le manège qui tourne à l'envers, les tirs de mortier, etc., etc. Les jeunes qui montent sur les voitures, qui roulent d'ailleurs les voitures. Donc heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on aurait probablement pu anticiper. Et c'est pour ça que je m'étais permis de vous le rappeler, au cas où vous n'aviez pas la mémoire des événements passés. Et je trouve ça dommage qu'une fois de plus, on n'ait pas anticipé. Alors, je sais ce qui va m'être répondu, j'imagine en tout cas, que pour la demi-finale, tout sera prévu. J'ai aucun doute, comme à chaque demi-finale, la ville sera blindée de cars de gendarmes mobiles et les choses seront bien tenues. Je regrette simplement, en tout cas, qu'on n'ait pas mieux anticipé cette situation, pourtant largement prévisible, quel que soit le résultat du match. Merci. J'essaierai d'être tout aussi précis qu'à la question précédente, en essayant d'évoquer le avant, le pendant et l'après. Parce que comme vous, j'étais sur site. Enfin, vous étiez ? J'étais sur site au moment des débordements. Je n'étais pas sur le manège. Vous le savez, la compétence de sécurité, c'est bien entendu une compétence régalienne de l'État. Et donc, en prévision de ce match, je me suis adressé aux représentants de l'État, de sous-préfet, pour savoir si des patrouilles ou des moyens de la police nationale étaient affectés à Fontainebleau pour ce quart de finale. Et j'ai également doublé d'une sollicitation auprès de Madame la commissaire. Pour les raisons qui leur sont propres, est-ce que c'est des sujets de RH ou de non-alerte particulière sur ces matchs-là, nous n'avons pas eu de moyens supplémentaires affectés à cette soirée. Néanmoins, nous avions des effectifs de police municipale ce soir-là, mais pour lesquels, et on sera très précis là-dessus aussi, leur service s'était arrêté à 22h, et heureusement, parce que je pense qu'à 2 personnes, ils n'auraient pas pu faire grand-chose devant les 200 personnes sur la place Napoléon Bonaparte. Avoir des effectifs de police municipale dehors, c'est bien, mais il faut qu'ils puissent agir en toute sécurité, et là, les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent intervenir sereinement. Comme vous, j'ai sans doute donc vu les débordements se mettre en place et j'ai alerté la police nationale qui a envoyé des forces complémentaires pour maîtriser ce que vous avez décrit, c'est-à-dire de l'agitation en centre-ville, mais surtout une dégradation potentielle du manège et surtout des tirs de mortier. Et c'est sur ces tirs de mortier que la BAC présente et la police ont riposté avec des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ça a eu l'effet escompté puisque tout s'est dissipé en une dizaine de minutes. Nous avons eu à constater ou à déplorer une jeune fille qui a été blessée par un jet de projectile. Pas évanouie, mais c'est un jet de projectile qui l'a blessée à la tête. Elle a été prise en charge par les pompiers et je crois que tout va bien ce soir. Donc le constat, on le partage. Juste me permettre à cet instant, et ce n'est pas par rapport à votre question, mais je vois parfois, je lis aussi un peu les réseaux sociaux et je vois le terme violence urbaine. Bon, on était aussi un peu très loin des violences urbaines telles qu'on peut les voir dans d'autres villes où malheureusement ça a un stade bien supérieur. Néanmoins, des attroupements et des mises en sécurité, on va dire relatives, en tout cas un besoin de protection. Et c'est pour ça que l'on a évidemment, comme vous l'avez rappelé, exigé de ce fait auprès du sous-préfet des moyens complémentaires pour la demi-finale, pour le match de la 3e place et pour la finale, puisque vu les demi-finales, il y aura forcément également samedi et dimanche certainement des choses en centre-ville. Donc l'État est en train de mobiliser des forces de l'ordre complémentaires, mais je vous parlerai aussi et surtout de ce que va faire la ville de Fontainebleau sur ses compétences avec ses agents, puisque mardi, nous aurons un service exceptionnel de la police municipale mardi.
nous aurons, pour le premier match, nous aurons un service exceptionnel de la police municipale jusqu'à minuit, avec un équipage de 3 personnes. Nous aurons également, pour le match de mercredi, donc, jusqu'à 2 heures du matin, un équipage de la police de Fontainebleau, mais aussi des renforts de la police municipale d'Avon. Et j'en profite pour saluer cette coopération entre les 2 polices municipales qui se rendent des services régulièrement, et nous aurons donc des patrouilles communes mercredi. Nous aurons samedi un équipage de police municipale, et évidemment jusqu'à 2 heures du matin, et dimanche un équipage jusqu'à 22 heures pour ce qui concerne la police. Nous aurons également une vigilance particulière sur les poubelles et sur les corbeilles de rue, pour éviter de les transformer soit en engin qui prend feu ou en projectile. Et nous aurons des agents qui viendront faire la vigilance au centre-ville et voir le nettoyage a posteriori le lendemain de match. Nous allons prendre contact aussi avec la gérante du manège pour voir avec elle, au-delà du filin qui pourrait être mis en place pour protéger ce bel équipement, le filin étant un investissement lourd pour la gérante du manège, mais qui ne semble pas forcément adapté pour les soirs de ce type. En tout cas, nous sommes en train de regarder avec elle ce que nous pourrions mettre en place pour le protéger et éviter sa dégradation. Et nous réfléchissons aussi, parce que c'est bien dommage d'en arriver là, mais manifestement, nous avons des jeunes passionnés créatifs. Nous regardons ce que nous devons faire sur les décorations de Noël pour éviter qu'elles fassent aussi l'objet de projections sur qui que ce soit. Voilà, donc j'espère que la réponse précise vous satisfera. En tout cas, merci pour votre question. Nous sommes arrivés au terme de ce conseil. Juste de manière corollaire, c'était aussi ma question orale, mais je ne l'ai pas posée. Je ne comprends pas pourquoi la ville ne dépose pas plainte de manière systématique lorsqu'il y a des dégradations ou des troubles à l'ordre public de ce type-là, ou des tirs de mortier. C'est aussi le cas, par exemple, sur les... Enfin, il y a eu de la casse au parking Lagorce, qui est aussi un équipement... Enfin, pourquoi la ville ne dépose-t-elle pas plainte de manière systématique? Très bien, donc c'est une question complémentaire qu'on prend parce que c'est important. Oui, qui était dans la question orale, mais... nous portons plainte quand nous sommes propriétaires ou comme nous sommes gestionnaires des équipements. Les propriétaires de véhicules dégradés, on les enjoint à aller prendre le temps de ce dépôt de plainte pour pouvoir permettre après à la police de faire son travail. Sans plainte, il ne se passe rien. C'est comme ça. Donc nous portons plainte sur les biens dégradés qui sont possession de la ville. En fait, on respecte les règles, tout simplement. Merci pour votre présence. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, que ces moments soient des moments en famille ou avec vos proches, des moments importants à préserver. Et on se donnera rendez-vous en février, le 13 février à 19h30. Vous serez destinataire très prochainement des dates de conseils municipaux pour l'année 2023. C'est en cours. En tout cas, le prochain, ce sera le 13 février à 19h30. Merci, très bonne soirée à vous.